Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Ça fait précisément 15 ans que nous étions dans l'attente. Les furtifs étaient fantasmés, rêvés, voire redoutés, et nos espérances ont été à la hauteur. Les furtifs que vous venez de publier aux éditions La Volte est un extraordinaire roman qui sublime la science-fiction française. La richesse de la langue, la maîtrise narrative ainsi que la clairvoyance de cette anticipation politique aussi nous a convaincus dès les premiers chapitres. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse littéraire des furtifs? Ah, c'est sacré enjeu. La genèse, c'est vraiment la prise de conscience qu'on avait encore muté dans le régime de pouvoir auquel on est soumis. C'est-à-dire qu'on était en régime de contrôle, on va dire, depuis à mon avis, les années 70, 75, 80. On rentre vraiment, on sort du disciplinaire, on rejette l'autorité avec mai 68, on rentre dans un régime beaucoup plus fluide, beaucoup plus horizontal. Et il se passe quelque chose technologiquement. C'est souvent des paradigmes comme ça technologiques qui aussi font exploser la société, ou en tout cas font muter la société. Et là, il y en a un qui est massif, c'est l'arrivée du numérique et des réseaux en 95. Et à ce moment-là, moi, 10 ans après à peu près, je finis l'Ordre du Contrevent, et je me dis, c'est pas possible, il faut parler de cette société de traces, il faut essayer de voir comment lutter contre cette nouvelle forme encore plus intrusive, encore plus fine de contrôle qu'amène le numérique. Voilà, parce que le numérique produisant de l'information en permanence, le fait d'être sur le réseau produisant cette information, et donc ces traces étant évidemment archivées, utilisées, corrélées, data minées, je me dis mais comment on va sortir d'un univers aussi fin, aussi personnalisé, utilisant nos ressources de façon voilà, aussi subtile. Et du coup les furtifs sont nés de là en se disant je vais essayer de porter ce concept de furtivité pour échapper à ça. C'est ça la naissance un peu du roman. Donc souvent, moi, c'est axial sur un concept comme ça qui me paraît fondamental. Et je me dis, je vais articuler tout le livre autour de cette notion de furtivité. La problématique liée autour des sociétés de contrôle, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de vos romans, La zone du dehors, La horde du contrevent. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière et nous expliquer un peu le déclic de ce moment où vous vous en êtes rendu compte qu'on était dans une société de contrôle? Ouais, c'est des... J'ai pas eu voilà, de révélation ou d'épiphanie stricto sensu. Bon, il y a un choc, déjà il y a un choc intellectuel, cérébral en tout cas. Vraiment, je dois avoir à l'époque 22 ans et je prends en pleine tête les 5 pages du post-scriptum sur les sociétés de contrôle qu'écrit Deleuze et qui fait sortir dans notre journal. Donc ça, je me rappelle le choc psychologique, c'est-à-dire le sentiment que je tournais en rond sur une perception autoritaire, hiérarchique, pyramidale du pouvoir. Donc j'étais prisonnier d'une perception disciplinaire du pouvoir et j'avais pas du tout compris dans quoi on entrait. Et là, tout d'un coup, tu as ce tout petit texte qui te dit, voilà, il y a une mutation du régime de pouvoir, on entre dans autre chose. Donc c'est un choc intellectuel. Des fois, c'est des livres comme ça, c'est des rencontres qui donnent le choc. Et après, le choc, il a lieu parce que je pense que tu as sédimenté en toi déjà tout un ensemble de perceptions, mais tu n'as pas eu l'intelligence, tu n'as pas eu le génie qu'a un Deleuze pour le formaliser, le cristalliser dans quelque chose. Ou tu n'as pas trouvé le livre ou le roman qui va cristalliser sur une forme ces perceptions évanescentes. Moi, je me souviens par exemple des sentiments de malaise les premières fois où j'étais à Paris, à l'époque j'étais à Paris, où les premières caméras sont apparues sur les quais, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens. J'étais sur le quai, je me disais, mais la caméra, elle peut me suivre même jusqu'à l'autre bout du quai. Elle couvre l'entotalité du quai, je regardais l'angle de la caméra, je n'osais pas trop lever la tête vers la caméra parce que j'avais l'impression que quelqu'un était derrière, aller voir que je regardais la caméra, donc j'étais dans un truc... Et c'est les premiers moments de malaise ou de sentiments de surveillance comme ça, et qui ont généré la zone du dehors d'ailleurs, hein, où ce sentiment voilà, d'être contrôlé en permanence, potentiellement. Ça, je me souviens, par exemple, c'est un truc. Après, je me souviens de petits chocs aussi sur Internet, c'est-à-dire les premières fois où j'ai eu une pub personnalisée immédiate, après avoir fait des recherches, c'était sur des lieux, tu vois. Je devais partir en vacances, je sais plus si c'était à Porquerolles ou des choses comme ça. Et tout d'un coup, je fais une recherche Google et je me prends une pub de Porquerolles, tu vois. Et là, c'est tout con, mais c'était la première fois que je voyais s'exprimer ce qu'on m'avait expliqué ou que j'avais lu, tu vois. C'était l'idée qu'on prenait les traces et on les restituait, tu vois. Et je me souviens de ce petit choc, tu vois. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est systématique, puis c'est ça, c'était une acclimatation, on t'apprivoise à ce mode de contrôle et de personnalisation du contrôle. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment frappé. Donc après, voilà, moi je pense que c'est venu de façon aussi douce que le contrôle lui-même, c'est-à-dire que c'est plein de petits détails, tu vois. Là encore, il y a 2 jours, j'étais à Marseille, j'ai grillé un feu, tu vois, à minuit, parce que je voulais rentrer chez moi, j'en avais marre.
Et j'ai vu le flash crépiter derrière moi, tu vois, ça fait... Et je sais qu'ils ont pris la plaque, que je vais me prendre 130 € d'amende, que tu vois. Et tu te dis, voilà, c'est ça la chaîne de contrôle, tu vois. Automatisation, t'as beau être à minuit, il n'y a pas un flic, t'es tranquille, tu reviens, t'es peinard sur ton scooter. Mais non, t'as encore un capteur, t'as encore un senseur, t'as encore quelque chose qui est capable de prendre ton identité, celui de ton scooter, et de te balancer une amende parce que tu grilles un feu dont personne n'a rien à foutre parce qu'il n'y a personne qui les minuit, tu vois. C'est ça le régime de contrôle, tu vois, c'est tous ces petits trucs en permanence, quoi. Donc, voilà. Donc on a sans arrêt ces petits chocs. Aujourd'hui, c'est les portillons pour aller sur le quai avant ce plaisir de rentrer sur le quai, cette liberté d'arriver sur le train 30 secondes avant, tu vois, que tu n'as absolument pas dans le régime ultra contrôlé des aéroports. Mais le train, c'était encore pour moi un espace où tu vois, tu as toute cette longue, je sais pas, cet espace très ouvert du quai. Et aujourd'hui, bah, tu as les portillons, il faut que tu scannes, tu passes, on te dit ta place. Tu as des contrôleurs qui contrôlent les portillons, comme si tu avais des vigiles à l'entrée, tu vois. Et progressivement, tous les degrés de liberté se restreignent comme ça, et tout est situé, tout est géolocalisé, tout est contrôlé, tout est tracé. Et voilà, c'est le régime dans lequel on est, quoi. Mais il y a sans arrêt des petits chocs, quoi, comme ça, continus, qui se mettent en place. La suppression des cabines téléphoniques, je pourrais te parler de ça, tu vois. Cette capacité que tu avais dans les films, même de pouvoir passer un appel avec une carte que tu avais acheté avec du liquide, et que, tu vois. Puis ils ont supprimé les cabines, puis maintenant tu sais que voilà, n'importe quel appel, il est triangulé, etc. Donc, voilà, c'est tout ça. Justement, vous n'avez pas de portable, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. En 2009, vous avez écrit dans La Rage du Sage, un texte qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet. Furtif, ce sont les 6 lettres qui épellent la nouvelle résistance. Fuir un réseau trop intrusif, fuir. Être un furtif et ne pas être tracé, est-ce que c'est votre manifeste politique? C'est pas le manifeste politique, ou alors c'est considérer que les furtifs sont d'abord la plus haute forme du vivant. C'est-à-dire que moi j'en ai marre de marque-bouter, j'ai 49 ans, j'en ai marre de marque-bouter un système extrêmement oppressant, extrêmement subtil, parce qu'à force de te battre contre le dragon, tu deviens le dragon, comme disait Nietzsche. Ça, j'essaie d'échapper à ça. Donc mon manifeste politique, ça serait de dire oui, la furtivité, mais comme plus haute forme du vivant, oui, la furtivité dans la fuite, dans la façon d'échapper au réseau, dans la façon de trouver les angles morts, dans la façon d'ouvrir des brèches, mais malgré tout, je trouve que ça suffit pas d'être juste contre un système qui te quadrille. Il faut pouvoir proposer un mode de vie, tu vois, un mode d'existence qui soit désirable, qui soit beau, qui soit éthiquement viable, voilà, qui soit riche, qui soit fécond, et c'est ça un peu la direction, c'est ça l'horizon. Si c'est juste de dire je vais échapper simplement au pouvoir, bon bah tu vas mettre en place tout un système de contraintes, parce que c'est très contraignant d'échapper aux traces, tu vois. Moi je le vois, j'ai pas de téléphone portable, ok c'est une forme de liberté, mais c'est une forme de contrainte extraordinaire aussi, tu vois. Donc il faut accepter tout le système de contraintes que ça génère aujourd'hui de ne pas avoir de portable. Donc ça ne peut pas être un but en soi, tu vois. S'arc-bouter, contrer, s'opposer, se révolter, ça ne peut pas être un but en soi. Ça, moi je développe l'idée de Volt, je développe l'idée de politique du vivant parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est quel mode de vie on peut déployer quand même. Justement, qu'est-ce qui s'est passé entre la horde du contrevent et les furtifs? On sait qu'il y a eu 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? J'ai vécu beaucoup de choses collectivement. C'est-à-dire que jusqu'à la Horde, et la Horde elle-même, qui est un livre écrit dans une très grande solitude en Corse, je me suis mis à créer collectivement. C'est-à-dire que j'ai commencé, à la sortie de la Horde, à monter, à cofonder avec 4 autres personnes un studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod Entertainment, qui existe encore. Et pendant 3 ans, je me suis consacré corps et âme à ça, puisque j'étais directeur narratif et que j'ai dirigé une équipe de 8 personnes pour faire le jeu, Rebel Mummy. Et j'ai découvert la création collective. Donc ça a été extrêmement intéressant. J'ai continué ensuite en travaillant notamment sur le projet de film d'animation sur la Horde du Contrevent. Pareil, j'avais une équipe de 6. J'ai travaillé avec Yann Kounen, j'ai travaillé avec Forge Animation. Et il y avait des brainstorms aussi, créatifs, collectifs. Donc j'ai appris à ça, j'ai appris à travailler avec d'autres. J'ai appris aussi à intégrer comment les autres travaillaient, quoi. Donc ça a été, ça m'a beaucoup enrichi, je pense. Ça m'a donné encore une dimension polyphonique plus forte. Et puis, j'ai travaillé également en tandem sur des fictions radiophoniques avec Florian Pochon, où là, c'était beaucoup plus un travail à deux, en binôme, ce qui est très intéressant aussi, c'est plus intime, plus riche parfois. Et donc, je me suis beaucoup dispersé, mais une dispersion, je pense, dont j'avais besoin, qui m'a alimenté sur plein d'axes. C'est-à-dire que j'ai fait de la série télé aussi, j'ai travaillé un peu sur la BD de la Horde, voilà. Donc, finalement, en scénarisant du jeu vidéo, en scénarisant de la fiction radiophonique, en scénarisant des séries télé, en contribuant j'ai fait une pièce de théâtre, en touchant un tout petit peu au spectacle vivant,
je pense que j'ai alimenté tout un ensemble de compétences qui m'ont ensuite servi dans les furtifs, et je pense dont on retrouve l'intérêt ou l'apport dans les furtifs, notamment sur la conduite de récit. Je pense que s'il y a une grosse différence entre les deux premiers livres et les furtifs, c'est que voilà, la scénarisation, la conduite de récit, elle est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup mieux construite, beaucoup mieux rythmée. Elle joue beaucoup plus sur les tensions, le suspense, les twists. Le moteur dramatique est mieux senti, mieux conçu. Et ça donne vraiment une motricité au livre, je pense, que n'avaient pas forcément les deux autres. Même si la Horde a voilà, une motricité liée au thème. Donc je trouve que c'est un livre plus fin, voilà, beaucoup plus fin dans cette conduite-là. Donc je pense que ces 15 ans ont été... Puis après, je ne parle pas évidemment de tout l'autre volet sentimental et affectif et personnel, qui est que je suis devenu père, et que j'ai eu 2 filles, et que ça, voilà, ça a révolutionné évidemment ma vie, et que ça a été une source incroyable de bonheur, de joie, de vitalité, quoi, et que ça m'a aidé à construire cette idée de politique du vivant, et de furtif, parce que les furtifs, c'est d'abord mes filles, quoi, tu vois, c'est d'abord à travers mes filles que la figure s'est déployée, quoi. Dans Les Furtifs, on imagine un monde qui se passe en France en 2040. La France subit une ubérisation massive de la société. LVMH a racheté Paris, Orange a racheté la ville d'Orange. Ils sont malins, ouais. Ils sont malins. L'éducation est aussi privatisée. On a des forfaits. Donc les gens qui ont de l'argent vivent très très bien, et ceux qui sont très pauvres ont un forfait très bas. Est-ce que pour vous c'est un décryptage de ce qu'on vit en ce moment, du présent? Oui, là c'est un décryptage total du présent, c'est déjà des choses qui sont là. Simplement j'ai poussé un petit peu, c'est-à-dire que... Moi je trouve que c'est la force de l'SF, tu sais, il y a toujours cette phrase qui est très connue de Paul Klee, on dit voilà, je ne peins pas le visible, je rends visible, tu vois. Quand il sort du figuratif en disant ça sert à rien de peindre exactement la façade qui est en face, la photo le fait 1000 fois mieux que moi, mais je vais rendre visite cette façade, cette lumière, cette couleur, je vais vous permettre de vous approprier visuellement des choses sans vous les restituer de façon figurative et intacte. Et je pense que l'auteur de science-fiction, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je pourrais faire un bouquin en 2020 en te montrant effectivement toute la privatisation des espaces, même te faire une analyse extraordinaire du Festival de Cannes, montrant comment les badges noirs, rouges, jaunes, etc. créent un zonage en fonction de ton degré de starification, de VIP, etc. Et que c'est un système de contrôle finalement et de zonage hallucinant de la ville pendant le festival. C'est des choses qui existent, qui sont là. Je peux te montrer à Marseille les endroits où tu as des portails verts qui te coupent 3 ou 4 rues, c'est des îlots spécifiques pour les riches, etc. Bon. Mais c'est pas comme ça forcément que je te rendrai visible les choses. Je trouve que en poussant, en généralisant sur une ville entière, en créant ces idées de forfait standard, privilège, premium, contrôlé par des systèmes de drones, contrôlé par la bague, tu vois, avec par petites touches, parce que le livre, j'ai pas été... J'aurais pu aller beaucoup plus loin en montrant comment fonctionnaient les hôpitaux, le soin, comment on aurait pu ubériser le soin, comment on aurait pu ubériser le consulting, parce qu'il y a une ubérisation du consulting par exemple aujourd'hui, etc. T'as plein de domaines qui sont des intermédiaires comme ça, sur ce que j'appelle l'économie parasitaire. J'ai pas été loin, je me suis concentré vraiment sur le spatial, sur la réalité ultime, sur la bague, sur quelques petites touches, juste pour rendre visible la chose. Mais ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin, ça suffit. Et les gens forment l'image et sentent ce qui va se passer. La notion de bague a été assez... ça a quelque chose qui a beaucoup touché, en tout cas a beaucoup parlé aux gens, donc dans Les Furtifs. On a une bague qui nous permet de faire énormément de choses d'interaction dans la société ou avec nos amis, en même temps, c'est ça qui nous trace. Bah parce que déjà, je crois vraiment, moi j'ai toujours le sentiment, tu vois, on a le smartphone sur la table, etc. Cette espèce de rectangle qui est trop gros pour une main, contrairement à la carte de crédit, que les gens sont obligés de sortir, foutre sur la table, ou laisser dans la poche, mais c'est désagréable, ou laisser dans le sac, etc. Tu sens bien que les gens... Il n'y a pas d'ergonomie optimale du smartphone aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une technologie qui n'est pas aboutie d'un point de vue ergonomique. C'est une technologie bâtarde dans l'ergonomie. Et ce côté non ergonomique fait que je pense qu'il y aura une mutation vers une miniaturisation, donc c'est la bague pour moi. Mais c'est aussi les oreillines, c'est juste des piercings dans l'oreille où tu n'as plus besoin d'écouteurs pour écouter. C'est un piercing dans le nez qui tire de micro. C'est ce qu'on appelle les U-bijoux, quoi, tu vois, des bijoux U-bimédia qui te permettent d'être connecté en permanence et tu les portes sur toi. Et c'est un élément d'esthétique, tu vois. Et la bague, c'est extrêmement pratique, parce que va arracher une bague à quelqu'un, c'est très compliqué. Piquer un portable, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup d'ailleurs
Quand tu regardes les augmentations de délinquance, la moitié c'est les vols de portable. Hein. Donc tu peux te dire qu'une bague c'est assez pratique. Et si après tu as des systèmes, parce que le problème c'est l'écran, si tu as, si beaucoup d'écrans OLED, des écrans souples sur les tables, un peu partout sur les murs, dans les métros, bon, bah, la bague peut activer l'écran et puis tu n'as plus besoin du coup de porter ton écran sur toi, ce qui est le cas du smartphone. Donc pour moi c'est assez logique, possible en tout cas, et ça correspond à cette idée aussi que la technologie se rapproche du corps. Voilà. Plus ça avance, plus la technologie se rapproche du corps. Là on l'a dans la poche, bientôt on l'aura sur nous et peut-être qu'on l'aura à l'intérieur. Tu vois, il y a une espèce de colonisation progressive du corps par la techno, donc je suis un peu ce mouvement et ça me paraît juste assez logique. Ouais. Les furtifs racontent plusieurs histoires, dont l'histoire d'une traque, d'un père, Lorca, qui pense que sa fille a été enlevée par des furtifs et il décide d'entrer dans une unité d'élite qui recherche ces furtifs. Les furtifs sont des animaux quasi invisibles, ils sont empreints du vitalisme. Comment avez-vous créé ces animaux et en quoi sont-ils une métaphore de notre présent? En fait, j'ai essayé biologiquement de pousser à l'extrême ce que pourrait être la plus haute forme du vivant. Et quand tu regardes ce qu'il y a de plus typiquement vivant dans des espèces animales ou végétales, c'est la faculté de métabolisation en fait. C'est-à-dire par rapport à l'environnement proche, de prendre des éléments de l'environnement en permanence, de se composer en permanence avec, donc de les ingérer souvent, hein, de les manger et d'en faire de l'énergie, d'en faire une forme d'énergie. Et là j'ai poussé l'idée à fond puisqu'ils se composent constamment avec la moindre pierre, le moindre grain d'herbe, une canette de coca, tu vois, ça y est, je fais de la pub, j'ai fait du placement produit, c'est génial, un sac plastique, etc. Donc j'aimais beaucoup cette idée d'une forme en complète attention à l'environnement et en complète composition. Et pour moi, ça, métaphoriquement, c'est aussi ce que je considère comme être très vivant, c'est-à-dire être vivant, c'est cette capacité d'être affecté par énormément de choses. Voilà. Alors c'est très compliqué parce que tu peux être infecté aussi par énormément de choses et comme on vit sous l'économie de l'attention, être attentif aux bonnes choses, ça devient un défi, tu vois. C'est-à-dire que ce que dit Citon, c'est génial, c'est dit il y a une écologie de l'attention à trouver, c'est-à-dire bâtir des écosystèmes d'attention autour de toi qui font que tu vas te rendre attentif aux choses qui sont importantes, vitales et riches pour toi, tu vois. Mais une fois que tu as réussi à faire ces choix-là, tu te rends compte que ton spectre d'affection, la capacité à être affecté par des choses très très différentes, ne fait qu'un avec ta vitalité, quoi. Plus tu es capable d'être ému, changé, modifié par des livres que tu as lus, par des films que tu as vus, par une rencontre dans la rue, par le fait que tu regardes quelqu'un justement qui joue avec son smartphone dans le métro et que tout d'un coup ça te donne une idée, tu vois, par des fois certaines pubs, la façon dont le design sonore d'une porte a été conçu, etc. Plus tu t'es touché par un ensemble de tout petits détails, plus tu as cette capacité de les intégrer, de les corréler et d'en faire quelque chose, plus pour moi tu es vivant. Voilà. Donc les furtifs incarnent ça. Mais comme toujours en science-fiction, tu réifies, c'est-à-dire que tu prends un concept et tu en fais quelque chose d'ultra concret, d'ultra incarné. C'est ça qui fait la force de la SF. Donc je l'ai incarné sur des animaux qui, au lieu d'intégrer des idées ou des affects, ils intègrent carrément de la matière brute, directe, puisqu'ils intègrent des canettes, ils intègrent des pierres, ils intègrent d'autres animaux. Donc c'est un peu comme ça que j'ai conçu le truc. Et après j'avais le problème de dire mais qu'est-ce qui permettrait de faire ces compositions, ces articulations? Et du coup j'ai fondé cette ontologie du son, c'est-à-dire que c'est à travers une vibration sonore, à travers une vibration fondamentale, qu'ils arrivent à faire rentrer en résonance n'importe quel élément de la matière, et donc permettre le couplage après avec le... Donc c'est ça qui est marrant, ça te pose des défis successifs selon ce que tu veux. Parce qu'une fois que tu as dit, voilà mon concept, c'est ces êtres métaboliques, etc., comment tu le rends concret, comment tu le rends viable, comment tu le rends crédible. Et c'est là que tu es obligé de faire des exploits un peu scientifiques pour essayer de trouver la façon dont ça soit vraiment crédible. En quoi ces furtifs sont une réponse au transhumanisme, qui est, on va dire, un concept que vous n'aimez pas beaucoup? Ouais, c'est une réponse parce que depuis les années 70 et depuis l'émergence du cyberpunk, qui a été un mouvement hégémonique dans la SF, qu'il est peut-être encore, on a cru ou considéré que c'était le couplage avec la technologie, c'est-à-dire que c'était la façon dont l'homme allait s'hybrider avec la technologie qui allait nous libérer, en fait. Tu vois, tout le courant libertarien s'est construit sur l'idée que la technologie était un accroissement de pouvoir, était aussi un accroissement de puissance, et qu'il allait effectivement nous émanciper et nous faire aboutir à une humanité plus ample, plus vaste, plus intense, plus capable de plus de choses, etc. Et cet imaginaire était très très prégnant, on y a cru longtemps. Moi je crois qu'aujourd'hui le cyberpunk est advenu, c'est-à-dire le cyberpunk c'est ton smartphone là, tu vois, c'est-à-dire que simplement il n'est pas greffé sur toi, etc. Mais toute cette extension, toute cette externalisation de tes capacités humaines
dans la machine ont été en grande partie portés par le smartphone qui te permet de mémoriser, qui te permet de te situer, qui te permet de spatialiser, qui te permet de gérer ton agenda, qui te permet de communiquer. Donc tu as toute une extension de toi qui passe par ce petit outil. Donc le cyberpunk, finalement, il est devenu relativement quotidien, et le neuromancien, ben, on vit dedans, quoi, tu vois. Donc, et on se rend compte que oui, ça a donné des formes de liberté, oui, ça a ouvert notamment un accès à la culture extraordinaire. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle série télé, n'importe quel film, d'accès à n'importe quel contenu intellectuel intéressant sur le réseau, et en même temps, ça a généré une masse colossale, tout un iceberg d'addiction, d'aliénation, d'auto-aliénation, d'incapacité à échapper à l'économie de l'attention, hein, d'incapacité à sortir ton attention des mécanismes très puissants de captation qui sont mis en place. Du coup, bah moi, comme horizon, je me dis, bah, c'est le renouement avec le vivant, c'est le renouement avec les espèces vivantes, animales, végétales, avec ce qu'on appelle la nature, avec tout ce monde dont on s'est coupé, qui va être à nouveau émancipant, qui va être à nouveau les espaces de libération. Donc les furtifs, bah, tu vois, si tu opposes cyberpunk avec zoopunk ou biopunk, selon la racine que tu prends en grec ou latine. Et je pense que ça va être un nouveau courant, parce que l'émergence de l'écologie, l'émergence d'un horizon écologique enviable, qui répondrait à l'anthropocène et qui répondrait à une sortie nécessaire de l'anthropocène, bah, ça redevient quelque chose d'enviable en SF, ouais. Et je pense que Cyberpunk a montré bah, ses limites. C'était un mouvement, c'était très intéressant, c'était fondamental. Je pense qu'on est en dépassement du Cyberpunk, ouais. Moi, je pense que Cyberpunk va devenir has-been, ou est déjà has-been, sans qu'on s'en rende compte, hein, tu vois, mais comme dit Nietzsche, quand Dieu est mort, on a mis des siècles tu vois, à acter la nouvelle, quoi, tu vois. Dieu est mort, mais combien de temps on a mis à comprendre? On est encore en train de comprendre qu'il est mort, mais il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris, tu vois. Et je trouve que le cyberpunk en SF, tu vas voir, ça va continuer encore, mais je pense que c'est plus l'imaginaire moteur et intéressant de l'SF. Moi, c'est ma conviction. Après, c'est mon avis. Ouais. Là, on a parlé du cyberpunk, donc un sous-genre dans la science-fiction. Ouais. Vous avez dit en interview, je suis persuadé de la supériorité de la littérature sur d'autres formes d'art. Pourquoi? Alors, c'est toujours difficile de dire la supériorité, mais je suis convaincu qu'à partir d'un livre, tu peux déployer beaucoup plus de sensations, d'idées, de perceptions et de modes d'attention au monde que à partir d'un film, d'un jeu vidéo ou de la musique. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est con à dire, mais je trouve que c'est un art du cerveau. C'est-à-dire c'est un art qui, utilisant le langage, t'oblige à mobiliser toutes les compétences du cerveau. Et à partir de cette mobilisation du langage, tu vas reconstituer toutes les sensations. C'est-à-dire que dans un livre, tu peux faire passer par le langage et à travers le cerveau du lecteur des sensations de fatigue, de chaleur, de magnétisme, de goût, de toucher, d'odeur, d'audition, de vision. Tu peux faire passer surtout des idées, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire passer dans un film. Moi, pour avoir scénarisé des séries télé, etc., et pour essayer de me battre dans le long métrage de La Horde pour faire passer des idées philosophiques, je peux te dire que tu es bloqué sur des dialogues de 1 minute 30, 2 minutes pour faire passer des idées très complexes. Alors que dans un livre comme Les Furtifs, tu vas faire passer des idées extrêmement profondes, en tout cas des réflexions qui me paraissent très importantes. Donc si tu veux, si on découpe comme Deleuze le fait, la perception en disant on a un monde de l'affect, de l'émotion, de la sensation, on a un monde de la perception et on a un monde des concepts, sur ces trois champs-là, la littérature a la capacité de faire vibrer ces trois champs-là en même temps, et d'en faire, comme dit Morisot, j'adore cette expression, un alliage incandescent. C'est-à-dire que c'est pas ou l'émotion, ou l'idée, ou le percept, c'est les trois à la fois, tu vois. C'est-à-dire qu'on t'apprend à écouter, on t'apprend à voir à travers un livre, et on te donne aussi des émotions narratives, des émotions du rapport du père à l'enfant. Et l'émotion, c'est un changement d'état, l'émotion, c'est une métabolisation de quelque chose d'important. Tu le libères quand les gens pleurent sur le livre. C'est pas juste que j'ai fait un truc larmoyant, c'est que ça touche des choses extrêmement profondes qui vont mobiliser des souvenirs, qui vont te réactiver, qui vont te rendre vivant. Et puis tu as tout le champ conceptuel. Donc ces trois champs-là activés en même temps, cet allège incandescent. Moi je suis désolé, il y a des très grands films qui y arrivent. Il y a des musiques qui peuvent te donner des émotions extraordinaires, mais une musique te transmettra, enfin à ma connaissance, jamais un concept, tu vois. Et une peinture, pour transmettre un concept, c'est très compliqué aussi, tu vois. Donc, moi, il me semble que c'est un art plus ample, voilà. Et c'est la grande raison pour laquelle beaucoup de séries télé sont inspirées de bouquins, beaucoup de grands films sont inspirés de bouquins. Je veux dire, si tu regardes tous les Kubrick, ils sont tous tirés de bouquins, quoi. C'est pas pour rien, tu vois, voilà. Les Furtifs est bourré de vocabulaire en lien avec le son, le rythme, la musicalité. Vous aimez jouer avec les phrases. Vous avez sorti un album avec Yann Péchin, qui est notamment un des anciens guitaristes
de Bashung, c'est à chaque fois que vous sortez un livre, vous sortez aussi un album. Est-ce que vous pouvez nous parler de la musicalité? Pourquoi c'est si important chez vous? Bah, c'est si important parce que déjà, personnellement, l'acte d'écrire, encore une fois, comme c'est très sobre, voilà, c'est triste, c'est lettres noires sur une page blanche, c'est des lignes définies, il y a des marges, tout est justifié. La dimension sensorielle d'un livre, elle est très pauvre, quoi, tu vois, et tu as besoin d'une forme de compensation, tu vois, quand t'es écrivain, et cette compensation sensorielle, elle vient par la musicalité, voilà, elle vient par la musicalité de la syntaxe, par la ponctuation, par tout le système d'assonance, de consonance, d'allitération, de boucles, de ritournelles rythmiques, et tout ça, toi, quand tu écris, te donne cette espèce de jouissance physique de l'écriture, et qui fait que quand tu t'isoles comme moi je le fais pour écrire, c'est ta récompense quand tu écris en fait, parce que c'est un acte assez monacal d'écrire, hein. Les gens ne le disent pas, mais t'es là sur tes cubes de plastique du clavier à écrire. Bon. Et le fait de pouvoir rentrer dans cette dimension musicale, et ensuite de l'oraliser dans un album, de dire tes textes, de les faire entendre, mais surtout toi de les entendre fonctionner voilà, dans ta glotte, dans ta bouche, de sentir ta langue voilà, qui sort les phonèmes, qui les fait résonner, etc. C'est un plaisir sensoriel immense pour moi en tout cas, et qui fait que j'ai tendance à aller vers là, quoi, aller vers la scène, parce que je trouve un plaisir que j'ai pas en écrivant strictement, tu vois. Voilà, je passe dans une dimension corporelle, voilà, physique, dont moi aussi j'ai besoin. Je pense que j'ai cette dimension charnelle et j'ai besoin de l'incarner, donc ça me paraît logique d'aller vers là. Ouais. Mais je pense que ça répond vraiment à une... Après, je peux le théoriser en disant oui, je veux transmettre de la sensation. Bien sûr, je veux transmettre de la sensation, mais c'est plus parce que pour moi, ça répond à une sorte de besoin intérieur de dire... Enfin, de me sentir vivant et corporellement investi quand j'écris. Ouais. C'est très important ça. Ouais. Par musique, on va parler polyphonie. Tous vos romans, en tout cas les romans, pas forcément les nouvelles, mais les romans, vous utilisez la narration en polyphonie, donc avec plusieurs personnages qui ont tous des signes distinctifs donc pour les reconnaître. Pourquoi vous utilisez cette forme de narration? Là c'est vraiment par contre très conscient, très rationalisé, c'est-à-dire que, il y a une dimension politique très claire, c'est-à-dire que voilà, je considère que restituer le monde d'un seul point de vue est un peu fascisant, quoi, en tout cas, et fermant pour le lecteur. C'est-à-dire que tu dis au lecteur, voilà, je suis le narrateur omniscient, tu vas voir la réalité pendant 24 ou 25 heures de lecture, parce que c'est des durées de lecture très longues sur des livres de 700 pages comme ça. Pendant 25 heures, je vais te faire voir la réalité d'un seul point de vue, d'un seul biorhythme, d'une seule syntaxe, d'une seule sonance, d'une seule couleur de phonème. Je sais pas, je trouve ça un peu oppressant. Et je trouve que politiquement, c'est pas sain, en fait, tu vois. Voilà, c'est un monde démocratique, il faut que tu aies 5, 6, 7, 8 personnages qui te restituent la réalité de leur point de vue. Bon. Donc ça, je trouve ça très important. Et ensuite, moi, quand j'écris, c'est pareil, c'est des besoins intérieurs. Je me fatigue si je suis sur une seule narration pendant plusieurs pages. C'est-à-dire si j'ai ma syntaxe naturelle, au bout d'un moment, elle me fatigue, ma propre syntaxe naturelle, donc j'ai envie de rentrer dans une syntaxe très nerveuse, très coupée. Ou au contraire, à un moment donné, j'ai envie de faire des syntaxes spiralantes, comme ça, tu vois, j'ai besoin de varier. Même sur les registres, j'adore, tu vois, là, je parle, je vais être sur un registre qui va être assez élégant, assez intello. Et puis, à certains moments, j'adore descendre dans des registres familiers, dire putain, chier, machin, ou des registres de Jones, ou des trucs, tu vois. Parce que j'adore cette langue, je la trouve très vivante, et j'ai envie de rentrer là-dedans. Donc, il y a un côté caméléon que j'aime bien, qui, moi, me ressource quand j'écris. Donc, ça me sert, voilà, moi aussi, à me ressourcer. Ça me sert à gagner une dynamique de récit aussi très forte. Et je trouve que je sais pas, je trouve qu'il y a une modernité aussi dans cette faculté à passer d'un... Quand tu vois les séries télé, elles sont construites sur, souvent, t'as une intrigue A, une intrigue B, une intrigue C, une intrigue D. Souvent, t'as des... Tu vois, même sur des séries qui sont décriées, mais qui sont pourtant très bien faites, comme Plus belle la vie, t'es sur des systèmes de 3, 4, 6 intrigues, tu vois, et ça donne une dynamique, tu vois, de conduite, quoi. Donc je pense que tout ça converge vers le fait de rester sur la polyphonie et d'y prendre du plaisir, ouais. Votre statut a changé depuis l'heure du Contrevent, et puis encore plus avec Les Furtifs. Vous êtes l'auteur de science-fiction le plus médiatisé, en tout cas pour la sortie des Furtifs c'était assez incroyable, vous avez quasiment eu tous les médias, que ce soit en radio, presse écrite, presse web, télé je crois aussi un petit peu. Ouais. Beaucoup de choses. Ouais. Comment vous vivez ce nouveau statut? Déjà c'est bien que ce soit court. Que ce soit sur une période vraiment définie, parce que ça pervertit beaucoup de choses, voilà, ça pervertit beaucoup de choses dans ton rapport au monde, dans ton rapport aux autres surtout, voilà. C'est-à-dire que t'es dans une bulle de filtre en fait, t'es vraiment dans une vraie bulle de filtre, c'est-à-dire
tu fais des rencontres, tu vois des gens qui viennent dédicacer la table, tu vois les journalistes, etc. Et tous te restituent quelque chose de très positif, de très riche, sans te rendre compte bah, que ton livre, des fois, il plaît pas, tu vois, qu'il y a des gens qui ont été déçus, qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bouquin, des gens à qui ça parle pas, qui passeront pas les 10 premières pages. Mais ça, tu le vois plus, tu vois. T'es entouré d'un cocon, si tu veux, de positivité. Et ça peut pervertir, parce que tu vois, tu peux avoir les cheveux qui enflent, la tête qui enfle, etc. Mais surtout, tu vois plus le monde tel qu'il est, quoi, tu vois. Et ça te valide trop dans quelque chose de positif. Or, tu fais pas des bons livres en restant dans l'idée que tout ce que tu as fait est bien. Moi, je sais que dans ce bouquin, il y a plein de défauts, qu'il y a plein de choses que j'ai pas réussi, que j'ai pas abouti. Et il faut garder ton axe intérieur personnel pour te dire, bah, le prochain, j'essaierai de résoudre les problèmes que j'ai pas résolus dans celui-là ou les choses que j'ai pas abouti dans celui-là, tu vois. C'est ça qui fait un artiste, c'est ça qui fait qu'un artiste, malgré le succès, malgré le fait qu'il soit salué sur un bouquin, continue à progresser, tu vois. Quand tu vois une carrière d'un mec comme Bashung, c'est extraordinaire parce que d'album en album, il progresse, tu vois. Et pourtant, chacun des albums est salué, tu vois. Il pourrait s'arrêter, faire la même chose, faire des albums moins bons. Ben non, il a continué à progresser constamment mais parce que sa ligne intérieure s'est pas laissée influencer par des systèmes de validation qui sont en plus amplifiés, hypertrophiés par les réseaux sociaux, par ce monde qui ultra médiatise très vite quelque chose, quoi, tu vois. Donc c'est bien que ce soit court, c'est bien que je revienne en furtivité, c'est bien que, tu vois, même si je prends beaucoup de plaisir, moi, à répondre aux questions, à développer mes idées, à transmettre les valeurs que j'ai envie de transmettre, parce que pour moi, je fais presque de la politique en faisant toute l'activité de promotion des furtifs, parce que c'est surtout des valeurs que je défends, c'est pas de dire le livre est génial, machin, c'est défendre un certain nombre de valeurs sur la politique du vivant, sur des choses que j'adore, sur la ZAD, sur des politiques corporelles, sur des choses qui me paraissent fortes. Donc ça, je suis content de le faire, mais malgré tout, à un moment donné, tu vois, tu sais, il y a cette phrase de Deleuze qui est géniale, il dit non, un écrivain ne peut pas vouloir être reconnu, tu vois, au sens où il dit la clandestinité, le fait de pouvoir peindre le monde sur toi et pas toi sur le monde, est quelque chose de fondamental, tu vois. Il dit le grand écrivain, c'est celui qui fait en sorte que le monde vienne se peindre sur lui, tu vois. Et pour avoir ce moment-là où le monde se peint sur toi, bah, il faut pouvoir être anonyme, pouvoir se tanker au milieu de la rue, regarder les gens, être dans le métro, regarder les gens vivre, les écouter. Moi, j'adore être dans un café tout seul, puis écouter les conversations autour. Et c'est comme ça que tu intègres ce monde, et c'est comme ça que ce monde rentre en toi, et c'est comme ça que tu peux le restituer, tu vois. Si tu commences à être, voilà, moi je suis à la Damasio, j'ai expliqué le monde, j'ai expliqué ce qu'il faut penser, j'ai expliqué comment il faut vous battre politiquement, ok, tu peux le faire sur un temps court, mais c'est pas ça l'écrivain, enfin tu vois, voilà, c'est pas ça. Surtout, c'est pas ça politique. Surtout pour vous, en tout cas dans ce on vous en parlait dans la rage du sage, vous en parlez dans la horde, la zone du dehors, et là encore les furtifs, c'est les liens humains qui détruiront cette société. Complètement. Et il faut se méfier énormément, c'est-à-dire que le système est très fort, et le système médiatique, et ce régime ultralibéral est très fort pour te mettre en valeur en tant qu'entité individuelle qui a réussi, tu vois. On te fait oublier que tu as des millions de gens qui écrivent, que pour sortir un livre qui est lu autant que les furtifs, c'est un miracle, c'est le miracle éditorial de la Vogue, par exemple, en 15 ans. Donc on va survaloriser, on va te mettre sur un piédestal, et le système adore ça, parce que de toute façon tu concentres les ventes sur un seul bouquin, donc économiquement c'est bon pour le système. Les médias, bah, ils sont demandeurs, parce que tu arrives avec un capital médiatique, donc tu apportes ce capital médiatique à l'émission, au journal, à la revue, etc. Ils ne demandent pas mieux, ça leur fait de l'audience, ça leur fait des lecteurs, tu vois. Donc très vite, tu te rends compte que tu cumules ce capital médiatique, donc on t'invite de plus en plus, enfin tu vois, il y a toute une perversion là-dessus, donc il faut vraiment se méfier de ça, parce que ça survalorise artificiellement un livre. Donc il faut être conscient que tu es un produit aussi du système. Le système te produit aussi comme écrivain à succès, machin. Alors tant mieux pour moi d'un point de vue financier, par exemple, tu vois. Mais par contre, voilà, faut pas être dupe de ça. Et en même temps, les furtifs sont sortis dans une actualité politique pas comme les autres, notamment avec les Gilets jaunes. Dans les furtifs, on voit qu'il y a, on voit dans le livre beaucoup de luttes sociales qui prennent forme, même une révolution, l'ensemble des furtifs est traversé par une révolution qui est en train de se construire pour aboutir à son paroxysme à la fin du livre. Quelle est votre vision à vous de ce qui se passe en ce moment en France? Moi, je pense qu'on est en train de mettre en place le terreau de ce qui pourra être vraiment intéressant. Je trouve que la succession Nuit debout, les ZAD, tout le mouvement autour des ZAD, et puis les Gilets jaunes, a politisé toute une génération. Voilà. Et qui s'est politisé en plus dans un cadre très répressif, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ces niveaux de répression dans la rue.
Donc a pris conscience de ce qu'était vraiment le pouvoir et à quel point il pouvait être dur et à quel point il pouvait intercéder avec sa police entre ce que le peuple veut et ce que les gens au gouvernement sont prêts à lui donner. Donc ça c'est très positif. Maintenant en essayant d'enfouir le mouvement Gilets jaunes comme l'a fait Macron et le gouvernement, je pense qu'ils vont créer une colère encore plus longue, encore plus sourde, qui va réémerger à un moment ou à un autre. Voilà, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quelle réforme. Mais je pense que tout est en place pour qu'on aille encore beaucoup plus loin. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y aura une résurgence des actions directes, c'est-à-dire qu'on va durcir les luttes parce qu'il n'y a plus le choix. Parce que toute la désobéissance civile, les manifestations pacifiques, tout le mouvement où on s'est dit on joue le jeu démocratique, n'a pas suffi, n'a pas déclenché les changements. On a un gouvernement absolument aveugle et sourd. Donc tu es obligé de passer à un autre stade. Donc il va y avoir des modes d'action plus commando, plus directs, une forme de violence très ciblée, je pense, qui vont se remettre en place, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut pour que ça change. Voilà, donc moi je sens ça, et puis après je sens un grand courant écologique de renouement avec le vivant, un peu comme dans les furtifs, qui est en train de se mettre en place. Il y a une explosion de sociologie du vivant, de philosophie du vivant, qui est en train d'émerger vraiment en France. Et je sens que voilà, la jeunesse, avec, bon, on peut parler d'Extinction Rebellion ou d'autres mouvements, mais il y a une envie de renouer avec ces dimensions de nature, ces dimensions du vivant. On a perdu quoi, depuis trop de temps. Quoi. Donc ouais, je suis assez optimiste sur ce qui se passe. Voilà. Mais ça va y avoir beaucoup de soubresauts avant qu'on y arrive. Et comme tu dis, ça s'appuiera sur la capacité à retisser les liens. Voilà. Si les liens se retissent, si les mouvements sont des mouvements qui tissent, et pas des mouvements qui ont la grande capacité à se subdiviser, comme on l'a fait beaucoup à l'extrême gauche, où on a une myriade de petits mouvements séparés, si vraiment on réarrive à retisser, à créer toute une étoffe de gens dont ils comprennent qu'on est sur les mêmes luttes, même si on a des différences, là il peut se passer quelque chose. Ouais. Vraiment. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire après les furtifs? Série télé, là je suis sur une série télé. C'est une migration temporelle, c'est des gens qui migrent dans le temps. Et c'est l'enjeu de la migration, mais dans le temps plutôt que dans la géographie. Avec une dimension très 2400, extrêmement intéressante aussi de construction, d'alternatives anthropologiques. Donc j'appelle ça Game of Sapiens, quoi, tu vois, c'est comment Sapiens, comment l'Homo sapiens peut trouver des façons de vivre justement dans le futur qui soient anthropologiquement belles, nobles, viables, et qui créent ce renouement avec le vivant. Donc on est là-dessus, là, avec une petite équipe. Après j'ai fait une série radiophonique avec Florian Pochon. Plutôt du post-apo, du post-apo très spécial. Et puis, certainement la sortie de la Horde, on espère, enfin au cinéma ou en série télé. Et puis après, je vais écrire, j'espère, mais pas tout de suite. Ouais. Je vais à nouveau accumuler du lien, de l'expérience, des rencontres, pour avoir un livre qui monte. Quoi. Mais le livre, il monte pas tout de suite, là je suis vide, j'ai rien à apporter littéralement. Il me faudra plusieurs années pour que ça remonte, et que ça soit assez riche pour que j'en fasse un livre. Ouais. Est-ce qu'on verra un jour la suite de la Horde du Contrevent? C'est très possible, je ne sais pas à quel moment je vais sentir le déclic. J'ai beaucoup de choses sur ce tome 2, il est en place depuis plus de 20 ans. Des idées nouvelles arrivent, j'ai beaucoup d'éléments, mais j'ai pas encore le déclic conceptuel vraiment qui fait que je me dis j'ai vraiment le tome 2. Voilà. J'ai le tome 2 sur plein d'aspects anecdotiques, sur plein d'aspects liés au personnage, sur plein d'aspects d'univers, sur plein d'aspects politiques. Mais j'ai pas le tome 2 sur cette espèce de cœur concept dont j'ai besoin moi pour qu'un livre vraiment tienne. Et tant que je l'ai pas trouvé, tant qu'il n'est pas monté en moi, je le ferai pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un diptyque hein, alors, donc ça a été un diptyque dès l'origine, donc j'espère faire le deuxième volet. Ouais. Il s'est passé 15 ans entre la Horde du Contrevent et les Furtifs. On l'a rappelé en début de notre interview, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que il y a eu, suite à la sortie des Furtifs et à sa réception, est-ce qu'il y a eu un nouveau déclic pour vous pour écrire plus vite, pour encore proposer de nouvelles idées Ouais, non, il y a un déclic personnel lié au fait que j'avais pas du tout évalué l'attente vraiment que la Horde avait suscité. Je m'attendais pas du tout au succès des Furtifs, je m'attendais pas du tout à me rendre compte que mes livres pourraient être importants pour un certain nombre de gens. Donc oui, c'est un déclic. En même temps, l'attente des gens peut-être pas à écrire du tout, au sens où le moteur il peut être que intérieur, quoi. Tu vois, tu as beau savoir qu'il y a des gens qui aimeraient bien que tu aies un autre livre, et que ça peut représenter plusieurs centaines de milliers de personnes, ça va pas t'aider à écrire parce qu'il n'y a que toi qui peux avoir envie d'écrire quelque chose qui te tient vitalement à cœur, quoi.
Et tant qu'au niveau des tripes, il n'y a pas quelque chose de fondamental qui me paraît moins fondamental à écrire, bah t'écris pas. Donc, et ça, tu sais pas quand ça vient. Voilà, Les Furtifs, ça a mis 15 ans, enfin allez, on va dire 12 ans à vraiment émerger pour que je démarre vraiment le bouquin. Et pourtant, j'avais l'idée depuis 12 ans avant de le démarrer. Donc là, je verrai. Moi, j'espère, tu vois, mais c'est complètement abstrait, j'espère me dire, j'aimerais sortir un livre d'ici 5 ans, tu vois. C'est-à-dire que je pense que l'art dans lequel je suis le plus doué, ça reste la littérature, donc c'est là que je dois être, même si voilà, je vais m'éclater à faire une série télé, à faire une série radiophonique. Mais je pense que c'est l'écriture où je peux le plus apporter quelque chose aux gens. Maintenant, tu ne commandes pas ça, hein, tu vois. Ça se trouve, j'aurais aucune idée qui me paraîtra suffisamment valable. Il faut que ma vie change, il faut que ma vie évolue, il faut que ma vie elle touche à des points que j'ai pas touché aujourd'hui pour que j'ai envie de dire, ben voilà, j'ai un livre qui compte quoi à faire. Donc voilà, j'espère dans 5 ans, mais pas sûr. Enfin, vous êtes un des rares à avoir un public jeune. Ouais, on voit les dédicaces, on voit quand même beaucoup de jeunes entre 18 à 30, 35 ans. Où il y a un véritable engouement au niveau générationnel autour de votre œuvre et autour des Furtifs et de l'art du contrevent. Comment on fait pour pas devenir un gourou, pour pas sombrer dans quelque chose où la frontière elle peut être des fois très floue? Déjà c'est hyper important de garder une simplicité totale dans le relationnel. Moi j'essaie de casser toute dimension de starification quand je suis avec les gens. Voilà, je parle naturellement, je bois des bières, je parle aux gens comme je parlerais à un pote et je veux garder ça absolument, même si c'est très éprouvant des fois, ça peut te vampiriser aussi, mais j'essaie de garder une dimension extrêmement horizontale dans le rapport. Ça c'est la première des choses, c'est-à-dire convivialité maximum, chaleur humaine maximum pour moi, rester moi-même complètement avec les gens. Et après, dans le discours, éviter de rentrer dans il faut faire ça, voilà politiquement, ce qu'il faut faire, tu vois, éviter le travers qu'ont généralement les membres des partis politiques ou les politiques. C'est-à-dire de dire, ok, voilà ma vision, moi, de la politique du vivant, voilà ma vision de, à mon avis, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, mais de dire, c'est juste ma vision, voilà, c'est juste ma vision. Et faites-vous votre avis, lisez le livre, critiquez-le, lisez d'autres choses, lisez Deleuze, lisez Foucault, lisez Bergson, lisez ce que vous voulez, Nietzsche, Stigler, Sloterdijk, même si vous voulez, lisez Zemmour, lisez Houellebecq, même des gens que j'aime pas du tout, etc. Faites-vous votre idée, construisez-vous à travers du jeu vidéo, à travers des séries télé, à travers des livres. Et moi, je fais partie peut-être de votre construction, peut-être que mes livres vous plaisent, mais c'est qu'une idée parmi les autres. Donc c'est vraiment toujours reprendre le recul et dire aux gens, voilà, moi c'est juste mon avis, je suis juste un auteur. Et je suis ni un gourou, ni un politique, ni un président, ni quoi que ce soit. Donc les gens comprennent bien. Je trouve qu'on a une génération qui est plus du tout dans l'idée de porte-parole ou de gourou. C'est pas une génération qui attend des gourous, c'est une génération qui aime bien avoir des références, qui aime bien être stimulé, troller, aider à penser, aider à sentir, mais qui est pas du tout, moi je trouve pas, je sens pas une attente gourouesque, quoi, tu vois. Bien sûr qu'il y a des gens qui adorent les bouquins, comme moi j'adorais Deleuze, etc., mais c'est pas pour ça que Deleuze était un gourou pour moi, tu vois. Donc j'ai pas trop d'inquiétude, c'est ça qui est bien, c'est pas une génération qui se fera aspirer par ce genre de trucs. Donc ça c'est bien, ouais, c'est une super génération, ça, je pense.